bonjour tout le monde. Peut-être juste vous faire une petite, prendre quelques secondes pour vous présenter un peu mon employeur. En fait, c'est un nom, un acronyme INAB, Institut national d'agriculture biologique, donc qui fait partie du Cégep de Victoriaville. Maintenant, l'INAB regroupe toutes les activités au niveau de l'enseignement, de la recherche, du transfert technologique, et le CETAB fait partie de l'INAB. D'ailleurs, le CETAB, on a souligné le 10e anniversaire, son 10e anniversaire la semaine dernière lors du colloque Bio pour tous. Il y a d'ailleurs aussi M. Denis Lafrance, probablement qu'il y en a parmi vous qui le connaît un peu. Denis, qui est notre pionnier au niveau du bio, a reçu une médaille de l'Assemblée nationale. Fait que là, la grande question, c'est de savoir, est-ce que la cravate va remplacer les bretelles pour aller à l'Assemblée générale? Donc, c'est la question. Donc, moi, aujourd'hui, si on va directement au niveau de la présentation, c'est donc, évidemment, en 20 minutes, j'ai certainement pas la prétention de faire le tour de la production de maïs en silage. Je vais plutôt aborder des aspects, évidemment, qui sont liés aux techniques de production. Et puis, je vais aborder aussi des aspects économiques, juste pour peut-être, pour les gens qui se posent peut-être la question à savoir si c'est pertinent ou pas d'introduire le maïs en silage dans leur rotation au niveau de leur entreprise. Puis il y a mon collègue qui a le même nom, la même grandeur, mais qui a un petit accent italien en bonus, qui va venir peut-être faire un petit 5 minutes à la fin pour vous parler plus précisément au niveau de la récolte et de la conservation du maïs en silage. Puis ça fait suite à ses observations terrain qu'il fait en tant que conseiller en production laitière bio. En fait, moi, d'un point de vue de conseiller en production végétale, je ne vous parle pas au niveau de l'intérêt au niveau alimentaire du maïs en silage, mais d'un point de vue de conseiller en production végétale, moi, je vois deux intérêts peut-être d'introduire le maïs en silage dans votre rotation. C'est peut-être un grand concept, mais en lien avec le contexte de réchauffement climatique. Puis je suis content parce que la conférencière précédente a fait l'a abordé. Elle a parlé souvent des plantes de saison chaude. Moi, j'aimerais ça peut-être juste faire un petit résumé, en fait, de comparer finalement les plantes de saison chaude aux plantes plutôt comme traditionnelles. On parle souvent de plantes, c'est peut-être un terme que vous allez peut-être entendre parler de plus en plus souvent, les plantes C3, qui sont les plantes plus, qui dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que les plantes C3 sont beaucoup plus, s'adaptent bien lorsque les températures sont en bas de 25 degrés Celsius. Alors que les plantes de type C4, donc les plantes que j'ai mis quelques exemples ici, le sorgho, le maïs, l'herbe de Soudan, le panic érigé, c'est des plantes qui ont, à la base, c'est des plantes tropicales. Puis ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils sont capables de s'adapter à des températures extrêmes. Fait que, étant donné qu'on s'en va vers, je pense que la communauté scientifique est unanime dans le sens que, puis on le voit aussi sur le terrain, là, qu'on on va vers des périodes de plus en plus chaudes, donc des températures extrêmes, puis aussi des saisons de sécheresse. Juste pour vous donner un exemple, une plante C3 va absorber 400 grammes d'eau pour produire 1 gramme de carbone, alors qu'une plante C4 va en absorber seulement 250. Donc, c'est des plantes qui sont bien adaptées à ces conditions-là. Fait que je ne vous dis pas de tout mettre votre rotation en plante C4, mais ce serait peut-être intéressant d'avoir une réflexion à ce sujet-là, puis peut-être pour sécuriser votre approvisionnement en fourrage, peut-être penser à ce type de plante-là. Vous avez un exemple ici, une image vaut 1000 mots. Vous voyez un plant de trèfle. On est seulement rendu le 31 mai. En 2018, il faisait chaud. Bien, est-ce que ça fait une plante en C3? Bien, plutôt que de produire de la biomasse, bien, ça va plutôt avoir tendance à s'affaisser puis à transpirer comme nous à 29 degrés. Donc, à ce moment-là, vous ne faites pas beaucoup de biomasse. Tandis que le maïs, lui, il est dans sa zone de confort. C'est là qu'il fait le plus de rendement. Un autre aspect qu'on n'aborde pas nécessairement souvent, mais qu'en bio, je pense qu'il faut le considérer, c'est l'intérêt du maïs en silage pour implanter un engrais vert. On le sait, en bio, à mon avis, les engrais verts, c'est essentiel. Puis le fait de faire du maïs en silage, ça l'ouvre une belle fenêtre. On le sait que le maïs se récolte tôt. Ben, tôt, en tout cas, plus tôt, par exemple, que du soya ou du maïs grain. Alors, à la mi-septembre, on est encore capable d'implanter, par exemple, une céréale d'automne. Puis l'intérêt de ça en bio, c'est que les engrais verts vont permettre de limiter les propagations des mauvaises herbes, puis aussi va également permettre de préparer vos sols pour la saison suivante, donc de garder votre sol en santé. Vous pouvez même mettre aussi un engrais qu'on dit intercalaire, donc entre les rangs. Vous pourriez, par exemple, mettre un trèfle
que lui, une fois que la récolte va être faite, il va pousser durant toute l'automne. Au niveau des considérations économiques, je vous dis, ce n'est pas ma spécialité, mais je vais avec quand même des généralités. Mais je pense que c'est important de l'aborder. En passant, moi, pour comparer des pommes avec des pommes, j'utilise des rendements à 100% de matière sèche. Puis je pense que ça vaut la peine de comparer le maïs en silage au foin. Quand je parle de foin, c'est tout foin, tout fourrage confondu, autant en silage de foin ou foin sec. Donc, si on regarde la moyenne des rendements, c'est sûr que ça peut être plus, ça peut être moins, mais en moyenne, souvent au Québec, on se retrouve avec des rendements de entre 3 et 8 tonnes hectares. Par contre, au niveau du maïs en silage, ce qu'on voit, c'est que les écarts sont beaucoup plus grands. On a un potentiel de rendement plus élevé, mais on peut avoir aussi des rendements assez bas. Au niveau du conventionnel, les rendements en foin au Québec se situent aux alentours de 5 tonnes hectares. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que sur le terrain, les rendements bio sont à peu près similaires. Par contre, en bio, les rendements moyens au Québec sont aux alentours de 13 tonnes de matière sèche à l'hectare, mais en bio, on est toujours un peu en bas de la moyenne. Fait que je pense qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là. Au niveau des charges variables, rapidement, c'est quoi? En fait, c'est ce que ça coûte finalement pour produire 1 hectare de maïs ou 1 hectare de foin. Fait que c'est vos approvisionnements, puis c'est en fait les opérations culturelles. Fait que si on prend ces informations-là, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on a à peu près la même tendance. Donc, pour produire du foin, on a des écarts moins importants, puis ça prend moins de sous pour produire 1 hectare de foin que du maïs en silage, qui est plus exigeant. On le sait, ça prend beaucoup d'engrais, beaucoup d'interventions. Donc, on a tendance à avoir des marges, des charges qui sont beaucoup plus élevées. Ici, je ne veux pas vous faire peur, c'est des tableaux, mais juste pour vous expliquer ici ce que je veux vous montrer, pas obligé de regarder tous les chiffres en détail, mais vous avez une variation des prix. Donc, par exemple, pour le foin ici, vous avez de 125 à 240 la tonne. On sait que dans le bio, les rendements sont les prix sont aux alentours de 200. On peut faire le même exercice pour le maïs en silage, quoique c'est plus difficile d'avoir un prix, parce qu'il n'y a pas beaucoup de transactions de maïs en silage, mais mettons qu'on y met la même valeur. On voit rapidement que pour avoir des marges positives, donc en rose ou rouge, c'est des marges négatives, donc vous ne faites pas d'argent. Puis évidemment, après ça, on commence à faire de l'argent. Bien, ça se situe entre 3 et 5 tonnes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous faites au-delà de 5 tonnes hectares en foin, bien, vous faites des sous. Mais par contre, on voit que les écarts sont beaucoup plus grands au niveau du maïs en silage. Puis ce que je pense qu'il est intéressant de retenir, c'est que les marges peuvent être si on augmente les dépenses, c'est souvent le cas pour un producteur qui commence qui veut faire du maïs en silage, c'est beaucoup d'investissement. Puis ça peut avoir recours souvent à des travaux à forfait parce que vous n'avez pas tout l'équipement. Fait que les charges peuvent augmenter rapidement. Puis là, on se retrouve à devoir obtenir des rendements vraiment comme plus élevés pour atteindre des marges positives. Donc, moi, suite à ce qu'on a vu au niveau des chiffres, moi, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que pour faire du maïs en silage, que ce soit pertinent, il faut qu'on s'assure d'avoir un minimum de rendement pour que ça soit payant de le faire. Puis, j'aurais plutôt tendance à prioriser l'augmentation de vos rendements en fourrage avant de dire que je vais me lancer dans le maïs en silage. Parce que c'est un système qui est complètement différent et qui exige beaucoup d'investissement. Fait que c'est un peu le message. Par contre, si vous êtes en zone 1 et 2, là, à ce moment-là, c'est peut-être pertinent de le faire parce qu'il y a un potentiel de rendement qui est vraiment plus élevé. On passe au niveau de la régie de production. Ce qui est important à retenir au niveau de la régie biologique, c'est contrairement au conventionnel, il y a une grande différence. On ne peut pas utiliser d'insecticides, pas de fongicides sur la semence. Ce que ça veut dire, c'est que le maïs, c'est une plante qui, on l'a dit tantôt, c'est une plante de saison chaude, donc résiste mal donc, idéalement, il faut que le sol soit réchauffé à 12 degrés. Fait qu'on va avoir tendance à semer plus tard qu'en conventionnel. Fait que faites attention pour le choix de vos hybrides. Pas prendre des hybrides trop élevés pour vous garder une marge de manœuvre. Parce que sinon, si vous semez et que la terre est encore froide, bien là, on est vulnérable à tout ce qui est... ici, on voit ici un ver fil de fer qui a attaqué notre semence de maïs.
Donc, ça va affecter votre taux de germination. Je vais passer rapidement parce que je vais essayer d'aller aux éléments. Au niveau des éléments fertilisants, si on a une chose à retenir par rapport à ça, c'est qu'en bio, ce qui est limitant, c'est l'azote. Donc, c'est l'élément qui est le plus difficile à obtenir en bio. Puis, c'est ce que le maïs a de besoin le plus. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut absolument que votre maïs, moi je dis souvent dans mon jargon, le maïs, votre rendement, il se fait l'année d'avant. C'est l'année d'avant qui va décider un peu de quel genre de rendement qu'on va avoir. Pourquoi? Parce qu'on va toujours essayer de faire le maïs sur un précédent, soit de prairies de légumineuses ou soit sur un retour d'engrais verts. Fait que ça, ici, vous voyez une stratégie là, concrète. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si, par exemple, vous avez une prairie de troisième année, que le pourcentage de légumineuses est encore élevé, bien là, vous pourrez à ce moment-là labourer votre prairie, par exemple, à l'automne. Puis, le timing des fumiers est aussi important. On va tendance à privilégier, en fin de saison, l'apport des fumiers pailleux parce qu'ils se dégradent plus lentement. Par contre, si vous avez du fumier de poulet, bien, on pourrait le mettre tout de suite en incorporation avant le labour. Puis, si vous travaillez avec des lisiers, bien là, le moment idéal, ce serait en poste levé dans le maïs. Si ce n'est pas possible de le faire, vous pouvez y aller en pré-semis, mais encore là, ce qui est dangereux, c'est les phénomènes de compaction. Fait qu'il faut être bien. Fait qu'à ce moment-là, moi, je privilégiais l'utilisation d'un système d'irrigation. Fait que vous voyez ici, c'est ça qui va faire votre rendement dans le maïs en bio. C'est la qualité de votre sol, c'est votre structure de sol, la vie microbienne. On voit qu'il y a des vers de terre, on voit qu'il y a des racines pivotantes. Fait que ça, c'est votre azote pour votre maïs l'année suivante. Même qu'en conventionnel, on a vu dans les dernières années, les rendements bio versus conventionnels sont, on ne dira pas qu'ils sont équivalents, là, mais ils se rapprochent de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on a introduit finalement des engrais verts dans la rotation, puis même que, moi je fais souvent le parallèle entre l'azote et les protéines dans votre fourrage. Là. Plus qu'un fourrage est jeune, puis qu'il y a de légumineuses, bien, plus qu'il va y avoir de protéines, bien, les protéines, c'est de l'azote. Fait que retenez ça. On va recommander souvent à nos producteurs de grande culture de faucher puis de laisser là leurs légumineuses pour apporter leur azote pour le maïs l'année suivante. Donc, vous êtes chanceux, vous avez des usines chez vous de production d'azote, fait que profitez-en. Ça, c'est ce que je vois souvent. Des fois, on va faire le maïs sur un retour de prairies de graminées. Moi, j'aurais tendance à. Parce que des graminées, non seulement ça ne vous apporte pas d'azote, mais ça peut même en prélever. Fait que moi, je vous recommanderais plutôt de. Si vous avez une vieille prairie de graminées, ce serait d'aller chercher une bonne première coupe. Puis après ça, de profiter de la période chaude là, de juillet à août pour faire une bonne jachère. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on essaye d'éliminer le plus possible nos mauvaises herbes, puis d'implanter un engrais vert, par exemple du pois fourragé, qui va vous donner votre azote pour l'année suivante. Écoute, moi, j'aurais pu faire l'avant-midi, là, mais on va essayer de se limiter. Ici, vous avez du pois fourragé rendu à maturité. Fait que c'est quoi un bel engrais vert qui va vous donner suffisamment d'azote pour l'année suivante? Ça ressemble à ça. Je vous dis tout le temps de ne pas dépasser idéalement le 10 août pour implanter votre engrais vert parce que ça, on le voit d'année en année. Si vous dépassez cette date-là, on voit que les journées raccourcissent à l'automne rapidement puis les nuits sont plus fraîches. Fait qu'il y a une grosse différence entre un engrais vert ici qui a été semé ici le 5 août puis 15 jours plus tard, l'inverse plutôt. Là, la biomasse va être drôlement différente rendue à l'automne. Donc, retenez, ne pas dépasser le 10 août. C'est pour ça qu'on privilégie sur une prairie de graminées de ne pas prendre plus qu'une coupe pour commencer votre jachère. Bon, on aurait pu seulement poser la question labour ou au travail, mais on n'aura pas le temps. Au niveau des mauvaises herbes, c'est un peu notre bête noire. Ce qu'il faut se rappeler, un concept important, c'est que le maïs est très sensible aux mauvaises herbes, surtout en début de croissance. Fait qu'il faut absolument les contrôler. Ici, vous avez un beau petit pan de moutarde. Fait que vous voyez qu'il n'est pas tellement gros, mais il est très bien implanté. En passant, la moutarde, c'est une plante C3, donc elle est parfaitement adaptée aux conditions fraîches et humides de début de saison, alors que le maïs, lui, il est plutôt paresseux en début de saison. Fait que c'est sûr que si vous la laissez aller, elle va prendre le dessus. Vous voyez ici un bel exemple aussi de ce que ça peut ressembler dans le champ. C'est pourquoi on dit à nos producteurs d'être vigilants en début de croissance. Regardez ce que ça peut faire en 5 jours. Ça pousse quasiment à vue d'œil, les petites mauvaises herbes. À ça, je vous dirais, en production laitière, vous êtes chanceux, vous avez une belle rotation, vous avez du foin dans votre rotation. Il y a peut-être
trois ou quatre interventions à faire au niveau des cerclages qui sont, à mon avis, essentielles. Vous avez le peigne en prélevé. Lui, c'est un espèce de passage qu'on dit à l'aveugle. Dans le fond, c'est vous semez, 5 jours plus tard, vous allez passer le peigne. C'est un peu épeurant, mais ça se fait. La houe rotative, souvent, là, vous voyez, là, ce qui est en vert, c'est finalement les stades qu'on peut passer. Il y a un stade là, qu'on dit au stade allumette. Ça vaut la peine d'aller intervenir à ce stade-là parce qu'on ne peut pas encore intervenir avec le sarcleur. Fait que ça va nous permettre d'attendre le sarclage. Puis là, ben, après ça, vous allez passer peut-être 2 sarclages. Un sarcleur, un à 2, 3 feuilles, puis un en dernier pour renchausser. Bon, les spécificités du peigne, vous viendrez me voir en arrière. Je pense qu'on a un kiosque avec Sonia. Passage de houe, j'aurais aimé ça vous montrer une vidéo, mais ce sera pour une autre fois. On a ajouté sur les sarcleurs ce qu'on appelle, ça nous a beaucoup aidé dans les dernières années, c'est ce qu'on appelle des doigts cercleurs ou des doigts cresse dans le jargon. C'est que le problème qu'on avait, c'est qu'on avait de la misère à contrôler les mauvaises herbes sur le rang. Grâce à ça, je vous dirais que idéalement, c'est d'avoir un système RTK, de guidage RTK pour pouvoir utiliser ces appareils-là. Mais ça donne d'excellents résultats parce qu'on vient finalement renchausser nos mauvaises herbes sur le rang. Le maïs aime ça se faire renchausser, ça minéralise l'azote, ça concentre les éléments sur le rang. Ça vaut la peine de le faire en bio. Cette intervention-là, on essaie de la faire juste avant que le maïs ferme ses rangs parce que on va tout détruire les mauvaises herbes, puis après ça, le maïs va empêcher la lumière d'entrer. Fait que ça donne un bon contrôle au niveau des mauvaises herbes. Alors, voilà, ça faisait le tour de ma présentation. Puis là, je vais laisser la parole à mon collègue Alessandro. Dans le fond, une chose qu'on a faite cet été, je pense que c'était une dizaine de jours avant la récolte. On a visité des champs, puis le plus gros problème au niveau des mauvaises herbes qu'on rencontre, c'est vraiment l'herbe à poux. Puis la chose qu'on a faite, 3 échantillons de maïs en silage propre, puis du maïs en silage avec de l'herbe à poux. On a fait 1, 2 et 4 mois de fermentation. On a essayé de recréer les fermentations en mettant les sachets sans oxygène à température contrôlée à noirceur. Puis il y a 2 semaines, on a eu les derniers résultats par rapport à ça. Voilà, un petit peu, là je l'ai résumé vite, mais c'est juste pour dire que malgré que l'échantillonnage peut-être n'était pas super précis, puis que oui, il faudrait probablement être plus précis, mais on a regardé quand même, il y a une constance dans les résultats qui nous disent qu'effectivement, au niveau de conservation et de qualité, bien, il y a vraiment des différences importantes. J'ai même les pourcentages, puis je souligne vraiment ça parce que il y a quelques semaines, on a un consultant français qui est venu pour faire de la formation sur la robotique, puis il ne revenait pas qu'on est comme obligé à jouer à 0,1, 0,2 kg de concentré pour rester à 40% de concentré en or bio. Puis on s'est dit que des fois, il y a comme des petites différences, des petites quantités, mais ça peut faire des gros différences dans l'alimentation, puis dans les performances. Puis ce qu'on voit vraiment, la quantité d'ammoniac, par exemple, est vraiment beaucoup inférieure. Puis, vous savez, l'ammoniac fait de l'instabilité ruminale, puis c'est de la protéine qui n'est pas utilisée par la vache, ça fait du l'urée, puis ça peut causer d'autres problèmes. C'est surtout l'énergie, puis l'amidon aussi, les quantités et les variations sont importantes, comme aussi tout ce qu'on l'appelle cendre, puis moi, je l'ai mis comme que sont des ingombrants pour les vaches, ne sont pas digestibles. Non? Puis l'autre affaire, c'est qu'on voit vraiment des valeurs comme les HNF, les hydrates de carbone, puis les pH sont meilleurs, puis ça nous dit vraiment qu'on a une meilleure conservation dans le long terme. Et surtout, le rapport d'acide lactique acétique est vraiment beaucoup meilleur. Puis l'autre aspect que moi, je tiens à souligner beaucoup avec les producteurs, c'est pour ça qu'on vous a posé des questions. C'est en bio, à l'été, les vaches sortent dehors, puis on doit donner quand même un 30% de matière sèche des fourrages, entre autres l'ensilage de maïs. Elle doit venir du pâturage. Puis souvent, les producteurs n'ont pas pensé que la réduction de la reprise des silos, que ce soit en silage de maïs ou en silage d'herbe, est réduite. Puis alors, on vous a posé la question parce que normalement, la reprise en été,
que ce soit un silo bunker ou un silo tour, la reprise en été est double par rapport à l'hiver. Sauf qu'en été, on doit réduire de 30% la matière sèche des fourrages pour donner l'accès au pâturage. Alors, ça, c'est une étude faite en Europe. Puis, moi, on a comme souligné l'Hollande et le Nord-Dakota, parce que c'est à peu près la même latitude qu'ici au Québec. Puis, c'est la reprise par semaine. On part en moyenne de 180 cm par semaine, que ça fait à peu près 25-27 cm par jour. Puis la reprise et la qualité de la reprise sont importants pour éviter justement tous les problèmes de chauffage, de l'ensilage, des problèmes éventuellement de mauvaise fermentation, de butyrique, parce que ça va encore plus aggraver la situation, pas juste sur la conservation, mais sur la qualité. Puis déjà en été, on a des problèmes que les vaches, à cause de la chaleur, ils réduisent la consommation des matières sèches. Puis en plus, s'ils sont alimentés avec quelque chose qui est de mauvaise qualité, c'est surtout des problèmes de reproduction qu'on peut avoir. Puis par rapport à l'herbe à poux, si vous allez sur le site de l'Homme à Franc, en Ontario, bien, il y a une liste de mauvaises herbes qui sont toxiques pour les vaches, entre autres l'herbe à poux. Puis le fait que ce soit toxique, ça peut baisser la production en lait, la consommation de matières sèches, puis c'est surtout un problème aussi des systèmes immunitaires. Moi, je l'ai calculé l'année passée vite avec un produit qui a eu vraiment beaucoup de village à l'été, puis on a tout fait pour essayer de garder stable l'alimentation. Quand vous pensez qu'il peut y avoir 30 vaches qui veulent en été, si on retarde de 30 jours les saillies, parce que les vaches, ils ne font pas de chaleur ou ils ne collent pas, bien, vous pouvez calculer combien ça vous coûte en termes de production laitière. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est que vous pouvez faire les fourrages que vous voulez, nous autres, on s'adapte. Puis de toute façon, on est tous capables, les consultants, on est tous capables de calculer, selon la grosseur del troupeau et la quantité de fourrage que vous donnez, on est capable de calculer la reprise, mais ça prend de la planification et ça prend de l'organisation, parce que l'été, c'est vraiment un point comme critique, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis souvent, en été, la Fédé vous donne des journées additionnelles aussi, non? Alors, il faudrait essayer de garder constant la production laitière, puis surtout tout ce qui est reproduction et fertilité, pas juste production. Alors, faites attention quand vous regardez pour faire du maïs en silage de qualité, mais aussi être planifié pour donner les bonnes quantités pour éviter des problèmes de production ou d'autres problématiques. Moi, j'ai complété, puis... C'est-tu le pointeur? Oui. Je vais faire la conclusion, finalement, de notre conférence. Donc, ce que j'ai mis en conclusion, c'est que considérant les changements climatiques, donc il y a une adaptation, puis l'opportunité de faire du maïs en silage de qualité, puis de bien contrôler les facteurs de production avec ce qu'on a comme équipement maintenant, puis les stratégies de fertilisation. Mais la production de maïs en silage peut s'avérer une alternative intéressante, mais dans la mesure où vous et votre équipe avez envie de relever ce défi, parce que pour faire du maïs en silage propre, bien, souvent les cerclages, les interventions importantes se font à peu près en même temps que le temps des foins. Fait que faut quasiment avoir 2 équipes en même temps qui travaillent, là. Fait que ça implique quand même une bonne réflexion là, avant de dire qu'on se lance dans cette production-là, principalement peut-être dans les zones 3 où est-ce que les rendements sont plus limités. Voilà, ça complète. Merci. On a le temps pour 2 questions pour soit Alessandro ou directement Alexandre concernant leur partie de conférence respective. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle? Moi, j'en ai une pour Alexandre. Le prénom français, c'est ça. La zone 3, je voudrais que tu donnes un petit peu plus ton avis là-dessus, l'utilisation du maïs en silage d'après tes tableaux. On voyait que c'est vraiment plus serré. Mais jusqu'à quel point on devrait se risquer finalement? Bien, on peut peut-être revenir, si c'est possible, au tableau, mais sinon, je vais... Bien, c'est ça. Moi, c'est sûr qu'au niveau économique, là, je ne joue pas là-dedans avec ça, mais en discutant avec Valérie qui est ici dans la salle, que je remercie d'ailleurs pour ses informations,
En fait, les remerciements, je vais peut-être les mettre. Bon. En fait, c'est que ce qu'on a observé, c'est que dans les rendements au niveau du maïs en silage, si on prend Chaudière-Appalaches, c'était aux alentours de 8,8 tonnes précisément au niveau des producteurs biologiques. Puis ça ressemblait plus à, on peut aller à du 12-13 tonnes dans le maïs en silage conventionnel. Fait que ce qu'on voit, j'ai l'impression que on a un beau potentiel d'augmenter les rendements au niveau du maïs en silage en ajustant mieux notre fertilisation. Puis je pense que c'est le contrôle, je pense, au niveau des engrais verts qui peut faire une différence. Puis au niveau, évidemment, des cerclages. Mais moi, c'est drôle, au niveau de la zone 3, le message que j'aurais tendance à donner aux producteurs, c'est que je m'assoirais avec mon agroéconomiste, puis je regarderais vraiment si, par exemple, c'est quoi mon rendement actuel au niveau de mes fourrages, puis si c'est aux alentours de 4 tonnes hectares, j'aurais bien plus tendance à focusser pour augmenter ça à du 6 puis du 7 avant de me lancer dans une autre production. Je suis peut-être bien plate, là, mais c'est mon opinion. J'aime bien ta réponse. Vaut mieux justement être plate, mais donner les avertissements qui sont à propos plutôt que de se lancer tout azimut. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? C'est bon, parfait. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup.